Dilma Rousseff est une collaboratrice de Lula, enfin elle a été la collaboratrice de Lula pendant 5 ans, sa plus proche collaboratrice, la chef de la maison civile, c'est qui est l'équivalent de secrétaire général du gouvernement au Brésil. Elle a adhéré quelques années auparavant au PT, donc c'est une personne qui ne vient pas du Parti des Travailleurs, qui n'est pas originaire de ce parti, mais qui l'a rejoint. C'est une personne qui n'a pas été une collaboratrice de Lula dès les débuts de l'aventure de Lula, bien qu'elle ait à peu près le même âge que lui, à 3-4 ans près, pardon. Mais il a appris à connaître son efficacité du point de vue de la gestion des affaires du gouvernement, et il a considéré que c'était probablement la meilleure des personnes qui était en mesure d'assurer la succession, de continuer la politique qu'il avait commencée, et il a défendu donc cette candidature auprès des instances du PT qui qui a donné son aval au mois de février dernier, en février 2010. Elle est issue de la gauche et même de l'extrême gauche, puisque dans sa jeunesse, elle a fait de la lutte armée, elle a été dans la guérilla, elle a été emprisonnée, torturée. Donc c'est une personne qui a un passé politique très compliqué, qui n'est pas exactement le même que celui de Lula, mais qu'elle a rejoint, disons, après le rétablissement de la démocratie, dans le camp des démocrates au Brésil, de la gauche démocratique. Et ce n'est que un peu tardivement, il y a une dizaine d'années, qu'elle a rejoint le PT. En fait, il y avait 3 candidats importants, la candidate du PT, le candidat du PSDB, le Parti social-démocrate brésilien, ancien gouverneur de l'État de Sao Paulo, ancien ministre de celui qui était président avant Lula, Fernando Henrique Cardoso. Il a le profil d'un homme de centre, d'un homme qui a une expérience ministérielle, une expérience électorale importante. C'est quelqu'un qui est très connu au Brésil, qui est arrivé donc second hier, donc dimanche 3 octobre. La candidate du PT obtenant 47% des suffrages, José Serra, candidat du PSDB, 33%. La troisième candidate a été un peu la candidate surprise, Marina Silva. C'est une ancienne militante du PT, ancienne ministre de l'Environnement de Lula, qui a rompu avec le PT et avec Lula sur les questions environnementales, et qui a rejoint le Parti vert, et elle a obtenu un résultat tout à fait inattendu qui n'avait pas été prévu par les sondages, puisqu'elle a obtenu environ 19% des suffrages exprimés, et apparemment pour l'instant elle n'a pas donné de consigne de vote pour le deuxième tour. Il faut voir quel a été le point de départ. Le Brésil est le pays le plus inégalitaire au monde. Donc des inégalités très larges, très grandes. Donc c'est sur cette réalité-là que, avant Lula, un certain nombre de chefs d'État et d'équipes gouvernementales avaient commencé à travailler, et le président, donc Lula, a donné un coup d'accélérateur à un certain nombre de programmes sociaux, comme le plan Bourse Famille, qui touche environ 50 millions de personnes, 12 à 13 millions de familles. Il s'agit d'une carte, une sorte de carte de crédit qui donne la possibilité aux mères de famille, puisque les cartes sont distribuées aux mères de famille, d'avoir une certaine somme d'argent tous les mois, à condition que leurs enfants soient scolarisés et bénéficient d'un suivi médical. Et donc il y a eu d'autres programmes, il y a eu des programmes pour les personnes, d'aide pour les personnes les plus âgées, des programmes pour le logement, des programmes d'électrification dans les régions où les familles n'avaient pas accès à l'électricité. Donc tout ça a en gros réduit la grande pauvreté, et il y a environ 30 millions de personnes qui étaient hors système et qui sont maintenant rentrées dans le système de la consommation. Donc la croissance économique à partir de l'année, disons 2004-2005, qui a été de 5% par an, 7% cette année, donc a fait rentrer, créer des emplois, et a fait rentrer également un certain nombre plusieurs dizaines de milliers de personnes dans l'emploi et donc dans la consommation. Et donc le bilan au bout de 8 ans donc, est un bilan assez positif. Déjà en 2006, c'est grâce à ce bilan que le président Lula avait été élu, dans les mêmes conditions d'ailleurs qu'aujourd'hui. Il avait fait 46,5% au premier tour et avait été réélu au deuxième tour.
Pourquoi? Pardon, parce que la grande majorité des Brésiliens les plus pauvres avaient considéré, qui sont les plus nombreux, avaient considéré que son bilan était d'un point de vue social était positif. Alors que le Brésil soit devenu la 8e puissance économique du monde, ce n'est pas dû uniquement au gouvernement, aux 2 mandatures du président brésilien actuel, du président Lula. Donc il a bénéficié de toute une série de choses, le rétablissement de la démocratie qui a donné une ouverture au monde que n'avait pas le Brésil jusque-là, les politiques économiques d'assainissement financier du président Cardoso avant l'arrivée du président Lula, mais il est certain que le choix qui a été fait de rendre un rôle dynamique à l'État et d'avoir une politique keynésienne faisant entrer des millions et des millions de Brésiliens qui en étaient exclus dans le système de la consommation a bénéficié aux industries et aux productions brésiliennes et ont soutenu un modèle de croissance qui n'est pas, comme le modèle chinois, fondé sur l'exportation en priorité, mais sur le développement du marché intérieur. Donc à partir de là, à partir du moment où le Brésil a connu donc cette phase de croissance soutenue pendant plusieurs années, ça a donné des marges de manœuvre internationales qui ont effectivement été utilisées de façon dynamique par le président brésilien, d'abord pour donner une place au Brésil et à un certain nombre de pays alliés qu'il a choisi une capacité de décision en matière de commerce international et d'économie internationale. Ensuite, sur d'autres dossiers, Nations Unies, Proche-Orient, relations internes à l'Amérique du Sud, relations de l'Amérique du Sud avec le monde arabe, relations de l'Amérique du Sud avec l'Afrique, plus un certain nombre de projets bilatéraux, donc un accord stratégique avec la France en matière d'armement et de défense, un accord avec les États-Unis sur l'éthanol, un accord avec le Japon, l'Allemagne et l'Inde sur la modification du fonctionnement des Nations Unies, permettant à ces pays d'accéder comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, un accord avec la Russie, l'Inde et la Chine au sein du fameux groupe BRIC dont tout le monde parle depuis 2009. Donc c'est une diplomatie tous azimuts qui a un fil conducteur, un dénominateur commun qui est la recherche d'un monde géré de façon collective, donc ce qu'on appelle la multilatéralité.